Bonjour à tous et merci de nous rejoindre au Parlement européen de Strasbourg pour Ici l'Europe. Les Européens ont toujours le regard rivé sur l'Italie en pleine crise politique majeure. À l'issue des élections législatives, aucune majorité claire ne semble se dessiner et la botte s'enfonce toujours plus dans la récession. Avec quelles conséquences pour la zone euro? Nous poserons la question sur notre plateau dans quelques minutes à 2 députés européens. Et puis ne manquez pas la seconde partie de notre débat. Notre grand invité est Joachim Almunia, l'homme qui a infligé une amende record à Microsoft au titre de gendarme de la concurrence. Il nous parle aussi de son pays, l'Espagne, avec une crise et des scandales au plus haut niveau. Retour en plateau avec nos invités pour se pencher sur le cas de l'Italie que l'on dit l'homme malade de l'Europe. Les élections du 25 février ont en effet accouché d'une majorité bancale où la gauche a effectivement les voix nécessaires pour dominer l'Assemblée mais pas le Sénat. Après la rentrée parlementaire cette fin de semaine, le président Napolitano aura la tâche fort difficile de désigner un chef de gouvernement qui devra trouver une majorité. Ce scrutin a aussi été marqué par une montée des populismes, en particulier par la montée du parti du comique Beppe Grillo, premier parti de la péninsule, et puis aussi le retour en force de Silvio Berlusconi sous le coup de plusieurs procédures judiciaires. Alors, pour commenter ce divorce à l'italienne entre le peuple et la classe politique italienne, et puis aussi entre la botte et le reste de l'Europe peut-être, nous sommes en compagnie de Gianni Vattimo. Bonjour. Vous êtes un célèbre philosophe italien, député européen à Strasbourg pour les démocrates et libéraux, mais en Italie, vous êtes plutôt Italie des valeurs, qui se situe au centre-gauche, on va dire, sur l'échiquier. Anna Maria Corazza Bildt, députée européenne, vous du Parti populaire européen, donc on voit bien que c'est de l'autre côté, plus à droite. Vous êtes italienne, mais élue en Suède, donc vous avez un regard un petit peu binational. Le nord-sud de l'Europe. Tout à fait. Quelle leçon vous tirez l'un et l'autre de ces élections italiennes? Bon, je ne sais pas, c'est-à-dire que je me l'attendais un peu, plus que le Parti démocratique. En tout cas, c'est vrai que le développement du mouvement des 5 étoiles de Beppe Grillo a été profondément aidé par une série de décisions institutionnelles qui l'ont beaucoup aidé à se populariser. Par exemple, quand nous avons eu la démission de Berlusconi il y a un an, on aurait pu aller aux élections immédiatement. C'est-à-dire que c'est une décision du président qui était... Or, on a choisi un gouvernement technocratique, vous dites, et ça aide à la montée des populismes. Tout cela a aidé beaucoup la croissance de l'antipolitique grillienne, parce que le gouvernement technique était quelque chose de tout à fait très peu démocratique, c'est-à-dire personne n'avait élu M. Monti. Il y a eu la remontée de Berlusconi spectaculaire aussi, il faut le dire, sur la scène politique. On disait mort politiquement après une série d'affaires, après avoir quasi plongé l'Italie au bord du gouffre en novembre 2011, il a dû se retirer, et puis hop, il revient par la petite porte et de façon grandiose. D'abord, je crois que le mouvement de Grillo, c'est un phénomène beaucoup plus profond, parce que c'est vraiment le peuple italien qui se mobilise pour le renouvellement. Et ça, c'est positif. Contre la classe politique et la classe économique pour une utilisation beaucoup plus sobre de l'argent public, contre la corruption, contre une politique qui coûte trop cher, etc. Aussi contre l'austérité, bien sûr. Le phénomène du retour, et aussi contre l'Europe, peut-être. Non, je ne crois pas. Il préconisait la sortie de la zone euro. Oui, mais je crois qu'il y a une série de choses qu'ils ont dit qui nous font peur, qui nous choquent, qui font bouger les marchés de mauvaise façon. Mais je crois que c'est parce qu'ils ne sont pas encore réussi à faire le passage de la campagne électorale avec la protestation à être le plus grand parti de la Chambre des députés italienne et donc se comporter à l'intérieur des institutions. Et j'espère qu'on aura moins de ces lancers contre l'Europe, etc. Je crois que la base du mouvement de Grillo n'est pas contre l'Europe et contre l'austérité, contre des mesures qu'ils perçoivent que sont trop contraignantes pour plus de démocratie directe. Oui, c'est vrai que... Mais d'ailleurs, Monti, le président du Conseil, Monti a toujours fait une campagne pro-européenne et les Grillini ont été sûrement anti-Monti et donc
anti-européens. Qu'ils ont dénoncé comme un technocrate, etc. Oui, Monti a eu droit à toutes sortes d'adjectifs peu amènes. Je dois dire que leur attitude a beaucoup de bonnes raisons, pas seulement sur le plan de la révolte, mais aussi sur le plan d'un projet de société plus démocratique qui implique aussi un gouvernement politique, absolument pas un gouvernement technique. C'est important que l'Italie ait un gouvernement politique, mais on avait besoin d'avoir un gouvernement comme celui de Monti qui a fait des réformes qui sont absolument essentielles pour sauver et pour faire croître l'Italie. Malheureusement, ça a duré qu'un an. Il y a encore besoin en Italie de l'agenda de Monti. Quiconque sera au gouvernement n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre parce que le dette et le déficit sont tellement élevés qu'il faut absolument continuer les réformes structurelles. Il faudra, comme il avait dit aussi avant les élections, diminuer les taxes, et spécialement ces taxes qui a vraiment choqué tous les Italiens, l'IMU, le taxe sur les propriétés. Et ça, tout le monde est d'accord qu'il faut le diminuer. Mais sans un gouvernement stable dans le court terme, qui vraiment prennent en main l'agenda de la réforme, la dette ne pourra pas diminuer. C'était le grand thème de campagne de Silvio Berlusconi d'ailleurs, supprimer l'impôt foncier, la taxe foncière. Silvio Berlusconi quand même qui a fait une remontée époustouflante, qui soi-disant est malade maintenant alors qu'il est sous le coup de 3 procès, Unipol, violation du secret de l'instruction, Ruby, détournement de mineurs, Mediaset, fraude fiscale et peut-être maintenant un 4e, achat de voix des sénateurs pour faire tomber le gouvernement Prodi en 2006. Je ne crois pas qu'il soit trop malade, mais en tout cas, le problème c'est qu'effectivement il se confronte avec une situation judiciaire très difficile pour lui. Et alors je pense que les votes des Grillini n'ont pas été que contre Monti. Beaucoup de votes des Grillini ont été contre les 20 années du gouvernement Berlusconi. Il y a beaucoup de gens qui ont été aussi vraiment déçus de toute la façon où la classe politique a fonctionné pendant ces années où Berlusconi était Premier ministre. Donc c'est une combinaison de choses. Monti est venu pour sauver l'Italie, il l'a fait, parce que le coût de dette... Il n'en a pas été récompensé politiquement. Non, parce que le coût de la dette publique... le chiffre important ici est que le coût de la dette publique est diminué de moitié pendant un an de gouvernement Monti. De plus de 500 à 250, le spread entre ce qu'on paye pour la dette italienne et la dette allemande. Et c'est ça qui créera les jobs pour les Italiens, c'est ça qui créera la possibilité d'être compétitif, qui créera la possibilité d'avoir de l'argent public pour la croissance. Non, c'est ce que dit Monti, effectivement. C'est les réalités de l'économie. D'une économie capitaliste, c'est-à-dire Monti est le défenseur des banques. Personne en Italie a ressenti une amélioration de sa condition. Tous se sentent pire. Alors, parce qu'en un an, des réformes structurelles de ce genre, malheureusement, ne peuvent pas porter des résultats. Il faut renégocier la dette. Alors, tous les deux, vous avez parlé en tout cas du phénomène de ce scrutin, c'est-à-dire le score de l'humoriste Beppe Grillo, qui devient effectivement mathématiquement le premier parti à l'Assemblée. Il râle 109 députés et 54 sénateurs. Alors, si on ne connaît pas très bien Beppe Grillo, on connaît encore moins ces nouveaux élus, tout à fait novices et inconnus. Leur portrait nous est tout de suite dressé par notre correspondant à Rome, Tristan Besser. Attention, ils arrivent. Ils, ce sont les Grillini, ces nouveaux parlementaires du mouvement de Beppe Grillo. Parmi eux, Francesco D'Uva. À 25 ans, il termine à peine ses études de chimie. Il sera l'un des benjamins de la Chambre des députés. Comme tous ses collègues, Francesco est un novice en politique. Élu de Sicile, il est même un peu perdu en arrivant à Rome. Mais il sait qu'une fois au Parlement, il n'aura pas le droit à l'erreur. Bien sûr, je dois me préparer. Je potasse le règlement de la Chambre, le droit constitutionnel. On va être jugé sur le fait que nous sommes des jeunes sans expérience. On va dire que nous sommes incompétents. On veut prouver que ce n'est pas vrai. Comme tous les autres Grillini, Francesco s'est engagé à renoncer à ses avantages de parlementaire et à une partie de son salaire. Tous jurent que le pouvoir ne va pas les changer. Ni vraiment de gauche, ni vraiment de droite, le mouvement 5 étoiles reste un objet non identifié. Ces élus affirment qu'ils voteront les lois au cas par cas, si elles correspondent à leurs valeurs, écologie, nouvelles technologies, lutte contre la corruption. La partie destructrice de leur programme, ils l'ont accomplie. Ils ont littéralement bombardé le système politique italien. La question est maintenant de savoir s'ils veulent être constructifs,
Moi, je pense que oui. Pour les Grillini, le plus dur commence. Il leur faudra maintenant légiférer et répondre aux attentes nombreuses de leurs électeurs. Monsieur Vattimo, effectivement, des inconnus en politique, des mères de famille, des travailleurs, c'est d'ailleurs ce qu'ils demandaient pour renouveler la classe politique italienne corrompue. Mais est-ce que ça va vraiment changer les choses? Par exemple, un système électoral qui ne marche pas très bien en Italie. Est-ce qu'avec ces gens-là, on va aller de l'avant? J'ai l'impression qu'on exagère un peu toute cette nouveauté, effectivement. Moi, je suis plutôt préoccupé parce que, surtout, comme les Grillini ont gagné leur nomination dans la loi électorale italienne est terrible. C'est-à-dire, le parti décide qui va gagner les élections. En faisant c'est la direction du parti qui institue l'ordre... De la liste, des listes électorales, bien sûr. Alors, et la liste n'est pas... Alors, les gens du mouvement de Grillo sont entrés dans la liste après un système d'élection primaire dans lequel on votait 2000 personnes en tout. 2 ou 3 000 personnes. C'est-à-dire qu'on a gagné un siège au Parlement avec une centaine de votes, par exemple. Ce qui me semble un peu... De toute façon, le système électoral italien, il est fragile, il n'accouche pas de majorité solide, ça fait des années qu'on le dit. Il faut une nouvelle loi électorale, et il y a consensus qu'il la faut, il n'y a pas consensus sur comment, mais je crois que maintenant, si le président Napolitano, sur lequel nous tous mettons énormément de confiance, pour créer un gouvernement rapidement qui soit stable, il n'y aurait pas les conditions. Si on aura aux élections après, il faudra le faire après le changement de la loi électorale. Ça, c'est fondamental. Sur des nouveaux gens qui viennent en politique sans avoir été carrière politique toute leur vie, moi, je ne vois aucun problème. Je crois qu'on a besoin de force et de compétences de la société civile et d'expérience de la société civile. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est au Parlement, il faut agir de façon responsable et jouer le jeu institutionnel et avoir la compétence aussi juridique d'être parlementaire. Et je crois qu'il y aura beaucoup d'entre eux qui ont une volonté de s'engager vraiment de façon responsable. Alors, vous soulignez tout de même la cure d'austérité qu'a subie en un an de gouvernement technique Monti l'Italie. Et on est arrivé à une récession pour 2012 de 2,4%. 2013, ça s'annonce mal aussi. Dégradation de la note par Fitch. Alors, la récession était là déjà avant. La dette publique était là déjà avant. Le chômage et l'austérité n'a pas été créée par Mario Monti. Ça, il faut pas être populiste à la télé quand même. Mais non, mais absolument. Il n'y a pas eu beaucoup de mesures d'austérité. Mais le problème, c'est que l'agenda Monti, si elle est suivie littéralement comme on prétend maintenant, parce que il n'y a pas d'autre voie. Il faut diminuer les taxes, mais il n'y a pas d'autre voie que l'agenda Monti pour l'Italie en ce moment. N'oubliez pas que le Parlement allemand a rechassé, la Cour constitutionnelle allemande a rechassé le Fiscal Compact. Nous l'avons constitutionnalisé immédiatement. C'est terrible. C'est une partie de notre Constitution. Les Allemands l'ont rechassé. Le Fiscal Compact est quelque chose de... Le pacte fiscal, le pacte budgétaire européen, que même la France a adopté. Si nous suivons est très important pour résoudre la crise, pour éviter et prévenir les crises futures. C'est un grand progrès que l'Union européenne a achevé, qui certainement sera positif pour le peuple italien. Justement, parlons de l'Union européenne. 130% de dette, ça correspond à 2 000 milliards d'euros de dette publique italienne. Et on sait qu'il n'y a pas assez dans les fonds de soutien européens pour venir au secours avec un plan de sauvetage de l'Italie, 3e économie de la zone euro. Est-ce que la zone euro est en danger? Parce qu'il faudrait sauver l'Italie, non pas en garantissant qu'elle va payer toutes les dettes aux banques internationales. Voilà le populisme. Mais oui, le populisme. C'est-à-dire qu'il faut restructurer l'Europe. Si ça ne fonctionne que comme une agence qui nous réduit les possibilités économiques, nous détruit industriellement parce qu'il n'y a pas d'argent pour les industries, etc., ben, je me demande, je vois seulement comme résultat de l'application de l'agenda Monti en Italie, ou bien le terrorisme ou bien le fascisme. C'est que le peuple n'est pas si patient qu'on se... Est-ce qu'il y a un risque d'effet domino sur la zone euro quand même, de cette Italie très malade D'abord, le problème n'est pas que l'Italie, il y a la France qui a une situation aussi fragile et aussi... et malheureusement de dette publique. Toute l'Europe du Sud. Et les réformes, il faut entamer des réformes sérieuses dans toute la zone euro, sans exception.
Et s'il n'y a pas la continuation de ces réformes structurelles, il n'y aura pas la possibilité d'être compétitif et donc de créer croissance. Par exemple, sans utiliser l'argent public, il y a des possibilités énormes qui ne sont pas utilisées avec le marché intérieur. De enlever les restrictions qui existent, ça va créer, par exemple, dans le secteur des services, ça pourrait créer des millions d'emplois en Europe. Ça pourrait créer, selon la Commission européenne, 2 à 3%. C'est nous, l'Europe, c'est nous, oui, c'est pas les autres. Hein, l'Europe, c'est nous. C'est nous qui avons la responsabilité d'enlever les restrictions qui existent pour la liberté de mouvement et créer des emplois, rendre compétitif l'Europe, sans avoir à utiliser des ressources sans augmenter la dette publique parce qu'il n'y a pas d'argent public disponible. On a rechassé la Constitution européenne à cause de la peur du plombier polonais. Est-ce que tu veux que les Italiens payent plus pour leurs dettes de ce qu'ils font maintenant et que donc toutes les mesures qu'on prend au niveau européen, au niveau italien, toutes les réformes n'aillent que à repayer la dette? Ou est-ce que tu veux que la dette diminuisse et que l'Italie puisse se financer sur les marchés au lieu... C'est ça, la crédibilité de l'Italie, Je veux une banque européenne qui puisse imprimer de l'argent, comme fait la Federal Reserve, et nous ne le faisons pas. Donc nous sommes étranglés par le fait qu'il nous faut la liquidité. Merci à vous pour ce débat dont on voit que vous auriez pu le continuer encore longtemps. Oui, merci d'avoir très bien illustré. L'Italie est très importante en ce moment, c'est pour toute l'Europe, pour répondre à ta question. Pas seulement pour nous. Et je pense que nos téléspectateurs européens et autres s'en sont rendus compte. Merci à vous donc d'y avoir participé. Vous restez en notre compagnie pour la deuxième partie de ce programme où nous recevons l'homme qui a infligé la plus grosse amende de tous les temps à Microsoft. Il s'agit de Joachim Almunia, le commissaire européen chargé de la concurrence. On se retrouve dans quelques minutes, juste après la pause.